Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre quatrième webinaire dédié à la renaturation. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Gwendoline Grandin. Je suis écologue à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire avec l'aide de mes deux collègues, Nicolas Laruelle et Damien Delaville, qui sont tous deux urbanistes au département urbanisme, aménagement et territoire de l'Institut Paris Région. Alors, avant d'aller plus loin, je tenais à excuser notre présidente, Madame Sophie Deschiens, qui est présidente donc, de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et également d'Île-de-France Nature, qui ne pourra pas être présente avec nous ce matin pour introduire ce webinaire comme on le faisait dans les autres webinaires précédents. Alors, comme vous le savez, nous avons lancé depuis janvier un cycle de webinaires sur la renaturation en Île-de-France. Le but de ce cycle de webinaires, c'est de pouvoir partager un langage commun autour de la renaturation et puis pouvoir échanger des retours d'expérience, des conseils pratiques pour but finalement de voir émerger de plus en plus de projets de renaturation dans notre région. Alors, si vous n'avez pas pu suivre les trois précédents webinaires, pas d'inquiétude, sachez qu'ils sont tous disponibles en replay sur le site de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'Institut Paris Région. Le premier webinaire était dédié finalement à la définition de ce concept qu'est la renaturation. Le deuxième webinaire a été l'occasion d'aborder la renaturation sous un angle plus technique, finalement comment on met en place des projets de renaturation en milieu urbain dense, qui sont des milieux très contraints. Et enfin, le dernier webinaire qui a eu lieu le mois dernier était sur les solutions fondées sur la nature et comment finalement les projets de renaturation rentraient dans ce vaste champ d'action que sont les solutions fondées sur la nature et permettaient de mettre en place des stratégies à la fois d'adaptation au changement climatique et de conservation de la biodiversité. Et aujourd'hui, pour ce quatrième webinaire, on se retrouve pour parler des friches et de renaturation. Et je dis bien friches et renaturation parce que vous allez le comprendre ce matin que il est possible de renaturer des friches via des actions actives menées par l'homme, mais que cet écosystème qu'est la friche sont des lieux où il y a des processus écologiques qui sont à l'œuvre et finalement où on observe une renaturation qui est dite passive, où la nature reprend ses droits. Alors, vous le savez sûrement, aujourd'hui, les friches, on en entend beaucoup parler parce qu'elles sont au sein d'une équation qui est assez complexe. C'est-à-dire que certains, en fait, y voient des espaces pour pouvoir refaire la ville sur elle-même, afin d'éviter finalement d'aller consommer des espaces naturels, agricoles et forestiers pour faire la ville. D'autres perçoivent ces espaces que sont les friches comme les derniers espoirs pour effectuer des opérations de renaturation, pour recréer des espaces verts, notamment dans des zones qui seraient très carencées en espaces de nature, pour restaurer des continuités écologiques ou bien pour mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et puis un autre cas de figure, ces friches, avec le temps, elles se renaturent d'elles-mêmes et elles deviennent des véritables hotspots de biodiversité qu'il conviendrait de préserver telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'elles sont soit réaménagées pour des besoins urbains, donc des équipements, du logement, ou bien elles sont réaménagées pour des espaces qui sont plus normés, que peuvent être des squares, des jardins. Et le problème de ce genre d'opération, c'est que souvent, ils se font en faisant table rase du passé, sans prendre en compte l'existant et de toutes ces natures qui s'étaient développées sur ces espaces. Et donc, c'est un peu l'ensemble de ces thématiques que nous allons aborder ce matin. On va avoir, premièrement, le plaisir d'entendre Nicolas Laruelle et Damien Delaville pour nous parler un peu de comment on fait pour résoudre cette équation complexe que je viens de vous présenter et quels sont les travaux qu'on mène à l'Institut pour y tenter d'y répondre. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Audrey Muraté, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Strasbourg au laboratoire Images, Ville et Environnement, pour nous parler de l'intérêt écologique que constituent ces friches en ville. Et enfin, on aura un super exemple qui sera présenté par Anne Vayatou, qui travaille à la ville d'Épinay sur Seine, qui est animatrice de la réserve écologique d'Épinay-sur-Seine, et elle va vous présenter cet espace qui était une friche, qui était devenue une jungle, et comment ils ont réussi à la préserver et à l'ouvrir au public.
Et donc, avant de passer la parole aux intervenants, je souhaitais juste revenir avec vous sur quelques règles d'usage de l'outil que nous utilisons pour faire la visio. Vous avez deux espaces qui sont à votre disposition pour pouvoir vous exprimer. Vous avez le chat, qui est un espace vraiment de discussion libre où vous pouvez échanger vos remarques, vos idées, vos liens, euh, etc. Et puis, il y a aussi un espace Q&A pour questions et réponses où on vous invite à poser les questions que vous souhaitez adresser à nos intervenants ce matin. Et nous, on ira chercher dans cet espace les questions que vous avez posées et on les fera remonter à l'oral à nos intervenants à la fin de leur présentation. Je crois que j'ai tout dit pour cette introduction et donc je vous propose de commencer sans plus attendre en écoutant Nicolas et Damien. Le partage va fonctionner. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va faire présentation à deux voix avec Nicolas qui se trouve à ma droite. Et donc, on va plutôt parler des friches, des définitions, l'observatoire que l'on a mis en place à l'Institut Paris Région, à quels objectifs il souhaite répondre. Et enfin, quelles sont les stratégies d'évolution, de transformation des friches que l'on peut imaginer, pour quels usages, et en quoi la renaturation peut être un de ces usages et quels sont les critères que l'on pourrait venir définir. Donc, tout d'abord, pour commencer sur la notion de friche en elle-même, on voit qu'aujourd'hui la notion de friche, les friches sont des objets assez complexes, assez sensibles, notamment politiquement. Elles sont aussi l'objet de controverses qui peuvent émerger sur ces sites-là, des espaces de tension, d'appétit, de promoteurs, etc. Et en tant que tel, la notion même de friche peut être soumise à controverse, car tous les acteurs du territoire, que ce soit le propriétaire, la collectivité, un aménageur, un riverain, etc., tous n'ont pas la même vision du site pour le considérer comme étant une friche. N'étant pas une friche, ça va vraiment dépendre de la prévention et de la sensibilité que chacun peut avoir, également des jeux d'acteurs qui vont sous-tendre ces éléments-là. Donc, face à cette difficulté, quand on a commencé à travailler sur les friches à l'Institut, on s'est assez vite posé la question de la définition, qui permettrait de définir des critères pour un peu stabiliser ces sites-là et voir comment est-ce que nous, on peut venir les choisir, les repérer, les caractériser, les analyser, etc. Et donc, pour cela, on s'est assez vite tourné vers la définition du LIFTI, donc qui est le laboratoire d'initiative foncière territoriale et innovante, et qui définit les friches comme étant un bien ou droit immobilier bâti ou non bâti. Donc là, déjà, ces premiers mots de la définition montrent la diversité de sites que l'on peut avoir dans les friches. Donc des espaces qui peuvent être des espaces plutôt ouverts, non bâtis, ou alors des espaces bâtis, donc comme on peut voir sur les photos, un peu cette nuance, différents types de sites. Donc, quelle que soit leur affectation ou leur usage, donc là aussi, on a une variété de sites qui apparaissent. Donc, ça peut être des sites anciennement industriels, des sites anciennement dédiés à de l'habitat, à des équipements, à des infrastructures de transport, à des parcs, jardins, de l'agriculture, enfin, vraiment une diversité de sites dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. Et donc là, on voit un peu la notion de blocage qui intervient, blocage qui peut être de plusieurs ordres, soit physique à cause de pollution, à cause de bâtiments mal entretenus ou à démolir, par exemple, ou à réhabiliter, mais également des blocages qui peuvent être plutôt de l'ordre administratif ou de l'ordre de projet, c'est-à-dire des projets bloqués par des riverains donc qui amènent le site dans une situation de friche, ou lors un blocage qui peut être lié à une succession, etc., qui fait que le site va s'enfricher du fait d'un manque d'usage ou d'un blocage dans son usage précédent. Donc c'est important de voir que cette notion de friche peut être vraiment assez variée et considérer des sites vraiment de nature très différente, de taille très différente, de quelques centaines de mètres carrés à plusieurs centaines d'hectares, des propriétaires différents. Enfin, on a vraiment une forte variation, une forte variété de sites que l'on peut considérer comme friches. Donc nous, comme je vous le disais, on s'appuyait sur la définition du LIFTI pour définir ces friches, ces sites en friche. Et on voit que cette définition a été reprise quelques années plus tard par la loi climat-résilience. Donc, là, on est rapproché fortement. Donc la loi climat-résilience qui définit
première définition vraiment réglementaire de ce qu'est une friche. Je vais vous déranger. Jean-Marie Jean-Marie, on est en train d'intervenir. Donc, on va. Pardon, excusez-moi, on a été un peu troublé. Oui, du coup, pourquoi s'intéresser aux friches? C'est vrai que ces dernières années, les friches ont fait l'objet d'un regain d'intérêt dans les politiques publiques, comme dans les articles de presse, alors la presse spécialisée, ou comme ici avec le Parisien, les médias grand public. Ces articles, le plus souvent, soulignent le potentiel que représentent les friches pour répondre à la raréfaction du foncier, induite notamment par l'objectif de zéro artificialisation nette, le ZAN. Mais ce lien très direct entre friches et ZAN doit sans doute être relativisé, et pour cela on vous propose un double rappel. Premièrement, l'accueil des logements, des locaux d'activité, des équipements n'est pas le seul devenir souhaitable des friches, et on peut avoir envie de mobiliser ces friches plutôt pour créer des espaces verts, des îlots de fraîcheur, des continuités écologiques au sein des espaces déjà urbanisés, comme l'a dit tout à l'heure Gwendoline. Et puis les articles de presse se font très souvent le cas, c'est le cas ici, pour 2 d'entre eux au moins, des controverses sur le devenir de ces friches. Et puis, deuxième rappel en préambule, c'est que, à l'inverse, les friches ne sont pas les seuls espaces d'accueil de nouveaux logements ou locaux d'activité au sein des espaces déjà urbanisés. On a tous en tête des exemples d'espaces d'activité transformés presque du jour au lendemain en ensemble résidentiel, sans être passés par l'étape souvent longue de friches. Ces rappels étant faits, il n'en reste pas moins que, oui, la mobilisation des friches constitue bien de façon quantitative au moins un des principaux leviers de réduction de l'artificialisation des espaces non urbanisés. Mais aussi, et c'est vraiment important, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, que le temps de blocage qui caractérise ces friches offre une opportunité, selon nous, très précieuse de prendre le temps de réfléchir de façon plus qualitative à l'usage optimal de ces friches, considérées individuellement, friche par friche, ou bien collectivement à l'échelle d'un territoire. Quel devenir possible pour les friches d'un territoire et quels usages pour les différentes friches? Donc, comme l'ont rappelé donc Nicolas et Gwendoline en préambule, on voit que la notion de ZAN et de friche peut être liée. Enfin, en tout cas, les friches constituent un élément, un enjeu assez majeur pour arriver à un zéro artificialisation nette, mais en tout cas ne sont pas le seul objet, en tout cas le seul levier à mobiliser pour l'atteindre. Et donc, dans la question du ZAN, donc se pose la question du statut que l'on va conférer aux friches. Est-ce que c'est des espaces qu'on va considérer comme étant des espaces déjà artificialisés ou des espaces non artificialisés? Donc, on tire plus loin, est-ce que c'est des espaces qu'on pourra venir urbaniser sans pourtant gréver le budget ZAN? Ou au contraire, est-ce que c'est des espaces que l'on peut venir renaturer en bonifiant le budget ZAN d'une collectivité ou d'un territoire? Donc pour cela, on peut repartir de la définition qui a été proposée par la loi climat et résilience, et donc selon laquelle l'artificialisation est définie comme l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques, climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc ça, c'est la définition qu'avait proposée la loi climat et résilience, et donc par la suite, en avril 2022, un décret d'application est venu un peu clarifier qu'est-ce que l'on allait considérer comme étant artificialisé ou non artificialisé. Et donc on voit qu'en fonction en tout cas pour les friches, en fonction de l'usage précédent qu'elle occupait, donc l'usage avant qu'elle devienne friche, on allait avoir un statut un peu différent et des critères un peu différents qui allaient s'appliquer. Donc si je veux être un peu plus clair, vous avez par exemple le point numéro 5, donc qui correspond à des secteurs abandonnés, donc que l'on peut considérer en tout cas en friche, qui étaient anciennement des espaces d'activité, des espaces logistiques, des espaces liés à l'habitat ou des espaces liés à des transports, et donc pour lequel il n'y a plus d'usage aujourd'hui, donc c'est une friche, et seule une végétation herbacée est présente. Donc ça correspond à peu près aux 2 premières images que vous pouvez avoir en haut, donc ce qu'on appelait friches urbaines et friches ferroviaires. Et donc dans ce cas-là, la loi considère plutôt que c'est des espaces qui sont aujourd'hui
artificialisés, enfin déjà artificialisés. Et donc, malgré qu'il puisse y avoir un début de renaturation spontanée à l'œuvre sur ces sites-là, et donc en tout cas dans un budget ZAN, on pourrait venir les urbaniser sans pour autant gréver notre budget artificialisation, ou à l'inverse, on pourrait continuer à les renaturer et en venant bonifier le budget renaturation du territoire. Et donc le deuxième type de friche qui vient se différencier, donc c'est plutôt les friches agricoles, qui correspondent au point 8, et donc pour lesquelles ces friches agricoles sont considérées, elles, de base, de fait, comme des surfaces non artificialisées. Donc déjà, cette différenciation peut être réinterrogeante, en tout cas, réinterroge dans le fait que des processus de renaturation passifs peuvent déjà être à l'œuvre sur des espaces qui sont anciennement urbanisés ou anciennement artificialisés. Et donc, pourquoi est-ce que cette renaturation passive n'est pas prise en compte par la loi? Donc, ça peut déjà venir interroger. Et pourquoi est-ce qu'on donne un statut différent à ces espaces-là, alors qu'on peut avoir une biodiversité déjà très présente et très, très qualitative dans des friches précédemment urbaines qui se renaturent spontanément par rapport à des friches agricoles qui, elles, sont considérées comme non artificialisées. Enfin, on voit aujourd'hui qu'on a cette différenciation-là qui s'opère, mais qui pourrait être amenée à être réinterrogée, en tout cas qu'on souhaiterait pouvoir réinterroger ou réappliquer différemment localement pour venir apporter plus de qualité, un peu plus de sensibilité plutôt qu'un point un peu rude comme cela. Donc, si on passe maintenant vraiment aux travaux que l'on a menés, que l'on mène à l'Institut, donc un des gros piliers qui a été développé, c'est ce qu'on appelle l'Observatoire des friches franciliennes, donc que l'on mène depuis 2021 maintenant, donc on en est à la troisième millésime, car c'est une base qu'on met à jour tous les ans. Et donc l'objectif de cet observatoire, c'est un peu d'avoir une cartographie, un état des lieux sur les friches présentes en Île-de-France. D'abord pour pouvoir les qualifier, les quantifier, comme je vous le disais, avoir une vision sur ce qu'on pourrait appliquer dans le cadre du ZAN, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du futur schéma directeur d'aménagement de la région Île-de-France. Et donc d'avoir une vision à la fois sur les caractéristiques de ces sites, où est-ce qu'ils se localisent. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a quasiment 2700 friches repérées au sein de notre observatoire en Île-de-France, qui représentent un peu plus de 4300 hectares. Donc là, vous avez quelques chiffres que vous pouvez retrouver également sur notre site qui vous permettent de les localiser et d'avoir un peu des éléments à l'échelle départementale. Et donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'entre 2 millésimes, donc entre celui de l'an dernier et celui de cette année, on a un nombre de friches qui est à peu près stable, autour de 2700 sites, des surfaces autour de 4000 hectares qui restent stables également à l'échelle régionale. Et par contre, on a une forte transfert, en tout cas une forte modification des sites repérés. On a environ 600 sites qui ont disparu entre les 2 années, et donc 600 qui ont été ajoutés. 400 sites qui ont disparu et 400 qui ont été ajoutés, correspond à peu près à 600 hectares de sites disparus et 600 hectares de sites ajoutés, qui montrent qu'il y a des transformations qui sont en cours ou qui vont venir sur ces sites-là, parce qu'il y a un permis de construire qui a été déposé, parce qu'il y a déjà une renaturation de la construction qui a été repérée pendant 1 an sur le site. En tout cas, on voit que les friches sont des espaces mobiles et qui évoluent assez rapidement. Alors cette base friche, cette nouvelle base friche dont on est au 2e millésime aujourd'hui, pour nous à l'Institut, ça a été une super opportunité de réfléchir à la façon dont on pouvait répondre de façon un peu plus cohérente, un peu plus concertée entre nous aux différentes questions qui nous étaient posées, j'allais dire presque quotidiennement, à savoir quelles sont les meilleures friches pour accueillir des espaces verts, quelles sont les meilleures friches pour accueillir des data centers, quelles sont les meilleures friches pour accueillir des installations solaires photovoltaïques au sol, etc., ou du logement social, etc. Et on se rendait compte que ces questions nous étant posées successivement et à différents étages de la maison, eh bien, il nous arrivait d'indiquer comme étant les meilleures friches pour créer des espaces verts, certaines friches qui par ailleurs étaient mentionnées quand on nous demandait quels sont les meilleurs sites pour créer des data centers et qu'il pouvait y avoir concurrence entre ces usages. Et donc la façon pour nous d'apprécier de façon plus conjointe, plus concertée, les différents usages possibles des friches
et de mettre en évidence ces concurrences possibles entre certains de ces usages, ça a été pour nous de constituer une plateforme qui s'appelle Cassius. Alors dans Cassius, le C, Cassius ça veut dire contribution à l'appariement spatial des sites et des usages. Le C est très important. Il faut savoir que c'est vraiment un outil interne qui n'est qu'une contribution, qu'un éclairage essentiellement quantitatif sur l'intérêt à accueillir tel ou tel usage sur telle ou telle friche. Alors, au cœur de cette plateforme Cassius, il y a une matrice qui ne doit pas vous effrayer, qui croise des usages avec des critères. C'est-à-dire qu'on a essayé d'éclairer chacun des usages possibles par, au total, une quarantaine de critères, même si pour un usage donné, on va ne mobiliser que quelques critères le plus souvent. Ici, vous avez l'exemple de la renaturation. Eh bien, pour apprécier la renaturation, on va évidemment, c'est le sens ici, je ne sais pas si vous voyez la flèche, mais je crois que oui, dans cette case-là, au croisement de renaturation et de enjeu ReGreen, vous voyez qu'on mobilise l'enjeu ReGreen, et l'enjeu ReGreen, c'est les enjeux de renaturation identifiés dans le cadre du projet ReGreen, qui ont fait l'objet d'une cartographie à une maille très fine de l'ensemble de la région Île-de-France. Et dès lors qu'une friche est concernée par un ou plusieurs enjeux ReGreen, eh bien, elle obtient un score sur ce critère-là plus important, et au final, en additionnant comme ça les critères, on peut calculer un score pour les différents usages envisagés, donc pour la renaturation, pour la préservation des espaces qui sont déjà naturels, mais aussi pour d'autres usages. Vous avez ici l'habitat, l'industrie, les data centers, les espaces verts, et puis sur la dernière ligne, le solaire photovoltaïque au sol. Quel type de résultat on obtient et en quoi ça éclaire notre réflexion plus spécifiquement sur la renaturation? Eh bien, on va avoir par exemple pour un site donné trois cas de figure quand un site obtient une bonne note en renaturation. Soit c'est très clair, sa note en renaturation est bien meilleure que sa note pour tous les autres usages, et nous, notre recommandation sur cette base strictement quantitative, ça va être de tiens, ça vaut le coup vraiment de creuser cet usage renaturation parce qu'il semble très intéressant et bien meilleur que tous les autres usages possibles. Et puis, deuxième cas de figure, très bonne note en renaturation, mais aussi très bonne note en data center, un usage relativement incompatible avec la renaturation. Eh bien, à ce moment-là, on sait que le choix va relever déjà d'études un peu plus poussées sur site, mais aussi de choix politiques qui seront faits localement aux différentes échelles territoriales. Voilà. Et puis, troisième cas de figure, très bonne note en renaturation, mais aussi très bonne note pour un autre usage potentiellement compatible avec la renaturation. Et donc, on peut imaginer que sur un même site, on va faire et la renaturation et cet autre usage, par exemple de la renaturation et de l'habitat, de la renaturation et une école, comme ça s'est fait par exemple récemment à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu de la façon dont, sur la base de notre base friche, on avait engagé la discussion avec nos collègues, notamment de l'ARB, sur ces usages, renaturation et préservation pour le futur de ces friches. Merci. Merci Damien, merci Nicolas. Alors, on a une question sur le chat concernant l'Observatoire des friches que tu nous as présenté, Damien, qui est finalement comment vous avez procédé pour identifier ces friches. Est-ce que vous avez utilisé des outils spécifiques de détection ou est-ce que c'est le fruit d'études plus locales et de données qui sont remontées? Alors, pour constituer l'observatoire, donc on a eu deux approches, donc une méthode qu'on a appelée ascendante et une méthode qu'on a appelée descendante. Et donc sur la méthode ascendante, donc c'est vraiment plutôt le fruit de la connaissance locale de l'Institut, mais également des partenaires régionaux de l'Institut qui travaillent également sur les friches. Et là, on s'est tous regroupés autour d'une carte interactive et de cartes papier pour mettre en lumière les sites que l'on considérait, qu'on connaissait nous comme étant des friches, donc partout en Île-de-France, et un peu avoir cette vision partagée des sites dont on avait connaissance. Donc ça, c'était la première manière de procéder. Puis on continue encore aujourd'hui à faire ce qu'on appelle des marathons assez régulièrement avec nos partenaires régionaux pour actualiser l'observatoire des friches. Et donc la deuxième méthode, donc c'est une méthode descendante, plutôt
plutôt objectivé à partir de bases de données. Donc pour faire cela, on s'est appuyé sur la définition du Lifty, sur les critères qu'on a pu ressortir de cette définition-là pour vraiment objectiver ce qu'était une friche. Et ensuite, on a travaillé à partir du mode d'occupation des sols de l'Institut, des fichiers fonciers retravaillés par le CEREMA. On s'est appuyé sur d'autres grandes référentiels, d'autres grandes bases de données comme ça existantes. On a essayé de venir repérer les critères qui pouvaient définir ces comme étant en friche. On a croisé tout cela et ensuite on a un travail de terrain pour venir valider ou invalider tous les sites qui ont été pré-repérés. Et donc pour avoir des chiffres à peu près, on a environ chaque année 10 000 sites qui sont pré-repérés comme ça par cette base méthode SIG. Et sur les 10 000 sites, donc on a environ 2500 qui sont conservés. D'accord, merci Damien. Du coup, le niveau de précision, en fait, c'est que ces sites, on est bien d'accord, ils sont potentiellement en friche. On ne peut jamais être sûr à 100%, à moins de les valider par des équipes de terrain, si les espaces identifiés dans cet observatoire sont des friches à l'heure actuelle. Bah, en tout cas, par les bases de données, donc c'est des sites qui ont les caractéristiques comme étant potentiellement des friches. Et ensuite, on a quand même la vérification que l'on fait nous par le terrain sur des photos Street View ou sur du terrain même pour valider ou invalider les sites. Et donc, selon nous, c'est vraiment des sites qui sont en friche. Et des fois, on peut avoir des permis de construire qui ont été déposés entre le moment où on fait le travail et le moment où la base sort, où on peut avoir des petits écarts. Mais non, normalement, c'est vraiment des sites qu'on considère comme étant des friches réellement, sans être des potentiels. Et là, j'ai une question qui s'adresse à la fois pour l'Observatoire des friches, mais aussi pour Cassius. C'est finalement comment on fait en tant que collectivité territoriale pour avoir accès à ces outils, à ces études que vous venez de nous présenter. Alors pour les collectivités, il y a plusieurs degrés possibles. Donc est-ce que la collectivité déjà est membre ou pas de l'Institut? Est-ce qu'elle est partenaire de l'Institut? Donc si la collectivité est partenaire, elle peut s'engager dans un processus d'études plus approfondi avec l'Institut pour venir valider plutôt localement la base et avoir un travail beaucoup plus fin qui est mené sur les friches territoires. Et pour les autres collectivités, on a la possibilité de mettre à disposition sous convention une cartographie JPEG plus un tableau Excel qui reprend l'ensemble des sites en friche du territoire. On ne t'entend plus. Ah, pardon. Comment on fait pour accéder à cette matrice, au projet Cassius que tu nous as présenté? Le projet Cassius, c'est vraiment un projet interne qui éclaire nos différents travaux, même si dans le cadre de certains travaux, et notamment actuellement avec Grand Paris, Seine-et-Oise et avec Boucle Nord de Seine, dans le cadre d'une convention qu'on a avec l'établissement public interdépartemental Yvelines Hauts-de-Seine, eh bien, on travaille au devenir souhaitable, à éclairer le devenir souhaitable de 23 friches de Seine-Aval et d'une douzaine de friches de la boucle nord des Hauts-de-Seine. Mais sinon, c'est vraiment un travail en interne. Par contre, la matrice, on va communiquer, parce que du coup, ces travaux sont l'occasion d'affiner la matrice que je vous ai montrée là, et puis de multiplier les usages aussi, et de pas considérer que c'est qu'un usage, mais d'en considérer d'autres. Et donc, on va publier ça dans le courant de l'année. Voilà, donc la matrice que vous avez sous les yeux là que je vous ai montré tout à l'heure n'est qu'indicative. Il y a plusieurs questions qui sont posées dessus. Je ne sais pas si j'y réponds dans la foulée. Ah, on t'entend pas. Je pensais te les faire remonter, oui, mais vas-y, ça concerne comment en fait finalement vous avez construit cette matrice sur la pondération, notamment pour la renaturation, quels critères, quel poids? Voilà, alors c'est encore en cours, hein, mais aujourd'hui nos 2700 friches sont renseignées au regard de l'ensemble des critères qui sont là et qui sont indiqués de façon assez obscure dans les colonnes parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans les colonnes en haut de la matrice. Mais donc on a renseigné pour la renaturation. Pour l'instant, on mobilise assez peu de critères parce que justement il y a eu ce travail sur les enjeux de renaturation, ce travail très intéressant qui a été fait dans le cadre de ReGreen et du coup qu'on reprend en tant que tel. Hein. Je rappelle les enjeux de ReGreen,
des 3 types d'enjeux, intérêt à renaturer au regard de l'adaptation au changement climatique, au regard de la biodiversité et au regard des enjeux de santé et de cadre de vie. Et donc ça répond aussi à une question sur comment est-ce qu'on apprécie l'enjeu de renaturation au regard de la carence en espace vert, etc. La carence en espace vert est une des composantes intégrées dans l'appréciation des enjeux à renaturer dans ReGreen. Et pour le caractère peu lisible de la matrice, hein, effectivement, des chiffres indiqués dans chaque case colorée de la matrice, en fait, le chiffre correspond simplement à la couleur de la case. Hein, donc, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à les lire. Plus le critère reçoit de poids pour un usage donné, plus il est en rouge foncé, et plus au contraire, on a envie de le faire jouer en négatif. Par exemple, plus la distance à la gare est importante et moins c'est intéressant d'implanter du logement sur une friche. Et bien là, pour le coup, donc le critère distance à la gare va jouer en négatif. Et bien on aura une couleur bleu foncé dans ce cas-là. D'accord, merci Nicolas. Et pour compléter ce que tu disais, pour du coup identifier des zones de renaturation prioritaires, pour la personne qui a posé la question, on vous remettra dans le lien la méthode qui a été utilisée, développer les résultats cartographiques qui sont consultables et disponibles sur le CarteVise. Et si ça vous intéresse, tout ça a été expliqué lors du premier webinaire de ce cycle de webinaire où on vous détaille la méthode. Je vous propose de passer à l'intervention suivante. Nicolas, Damien, il reste des questions auxquelles on n'a pas pu répondre oralement. Vous pouvez y répondre par écrit dans le module questions et réponses. Donc, je vous invite à le faire. Et nous passons tout de suite à Audrey Muraté qui va nous parler des friches et finalement de cet espace qui représente un super intérêt écologique qui est souvent méconnu. Vous voyez mon écran? Est-ce que Oui, vous c'est bon. m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Par contre, on n'a pas le partage de la présentation. Ah, vous ne le voyez pas là? Non. Et alors, je recommence, pardon. Ah, là, C'est bon. Il Là, manque ça marche? plus qu'à la mettre. Oui, il faut la mettre en plein écran, c'est bon. Parfait. C'est parfait. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis ravie de venir parler des friches comme réservoir de biodiversité et refuge d'humanité. Donc les friches, elles ont été définies par Nicolas et Damien juste avant. Donc, ce qui m'a étonné un peu dans la définition, c'est qu'elles étaient pas mal définies par rapport à leur avenir et pas par rapport à leur présent. Mais ça serait intéressant à discuter. Donc des espaces dont l'exploitation humaine a été arrêtée et qui ont une gestion chaotique. Et donc pour analyser ces espaces, mes travaux ont porté sur 3 terrains d'études, le département des Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, actuellement l'Eurométropole de Strasbourg. Et les objectifs de ces travaux visaient à analyser la biodiversité de ces milieux, qui étaient encore peu connus, les types d'occupation et d'usage humain de ces espaces, la complémentarité de ces territoires avec les autres espaces de nature en ville plus privés, les rôles des friches dans les continuités écologiques et commencer une réflexion sur la conservation de ces milieux qui sont par essence éphémères. Donc, en commençant par le travail mené sur les Hauts-de-Seine, il visait à caractériser ces espaces, donc comme j'ai dit, qui étaient encore peu connus, donc les caractériser relativement aux autres types de végétation qu'on trouve en ville. Donc, dans ce travail, 1000 espaces ont été répertoriés dans tous les types de végétation, donc 98 dans des friches, qui a permis de constater que ces espaces sont nombreux en ville avec une bonne répartition sur un territoire.
En général, ce sont des milieux âgés, donc plus de 60% des friches visitées avaient plus de 20 ans, et de petite taille relativement aux autres espaces de nature, 2000 m² en moyenne contre 6000 m² pour les autres espaces recensés. Ensuite, un autre constat, donc effectivement, avec la présentation qui vient de passer, on voit qu'il y a des outils qui se développent, mais lors de ce travail sur les Hauts-de-Seine, les friches étaient encore mal, voire pas cartographiées. Et par exemple, si on prend l'occupation du sol et les friches, donc dans quel type d'occupation elles se trouvaient, on voit qu'à 28%, elles se trouvaient dans l'occupation du sol qui est plus proche de la définition, donc chantier et terrain vacant. Mais en fait, on en trouvait dans tous les types d'espaces, donc autant bâtis, ouverts, elles sont partout, donc à la fois nulle part. C'est-à-dire il n'existait pas de cartographie ciblée et systématique de ces espaces. Donc il y a effectivement maintenant cet observatoire des friches franciliennes et l'outil Cartofriche du CEREMA, mais on n'a pas un outil qui soit vraiment qui couvre l'ensemble d'un territoire pour avoir une vue exhaustive de ces milieux. Alors concernant leur biodiversité, donc les friches sont réservoirs de biodiversité en ville, elles sont très riches en espèces. Toujours sur les Hauts-de-Seine, on a pu constater que près de 60% de la diversité floristique de ce territoire se retrouvait dans les friches. Et si on prend les données issues du programme de sciences participatives Vigiflore du Muséum national d'histoire naturelle, donc il y a un protocole national qui invite les botanistes amateurs à aller tester la flore de leur territoire, donc tout habitat confondu. On voit ici donc l'ensemble des milieux qui sont recensés dans le cadre de cet observatoire, et les friches se retrouvent donc en deuxième position juste après les milieux de landes en termes de richesse floristique. Et cette grande diversité, elle est notamment due à la diversité d'habitats qu'on va trouver au sein même de la friche. Je vous ai mis en exemple des images ici. On va retrouver dans certaines friches des boisements, des fourrés, des zones mises à nu, des prairies, voire des zones avec une occupation. Et en fait, cet ensemble de milieux différents va permettre d'avoir à l'échelle de la friche une diversité floristique importante, puisque là, vous voyez que les ellipses, lorsqu'elles ne se recouvrent pas, c'est que la composition en espèces est différente, donc entre les boisements et les prairies. Et donc, cet ensemble de milieux favorise une grande diversité qu'on observe dans ces friches. Et elles sont également, ces friches, des réservoirs, des refuges pour les espèces peu tolérantes au milieu urbain, donc dites urbanophobes, qui tolèrent mal ce milieu. On l'a testé donc à la fois sur les plantes et les oiseaux, en comparant des données issues de relevés réalisés dans des friches de Seine-Saint-Denis à des relevés réalisés dans les squares parisiens. Ici, vous avez représenté le degré d'urbanophilie, donc à quel point les plantes ou les oiseaux sont tolérantes au milieu urbain. Et on voit que ce soit pour les plantes ou les oiseaux, on a un degré d'urbanophilie plus important dans les squares que dans les friches, donc révélant ce rôle de refuge pour les espèces peu tolérantes au milieu urbain des friches. Et ce que montre aussi ce résultat, c'est qu'il existe une complémentarité entre ces deux types d'espaces qui est nécessaire à préserver à l'échelle de la ville pour avoir une grande richesse en espèces. Elles sont aussi des lieux d'accueil pour les espèces voyageuses. Donc en ville, on a un pourcentage d'espèces voyageuses qui est plus important que ce qu'on peut trouver dans les milieux ruraux. Et au sein des milieux urbains, les friches sont celles qui abritent le plus grand pourcentage de ces espèces voyageuses, donc 20% en moyenne contre 17% sur les milieux urbains. Ici, je vous ai mis 4 exemples d'espèces qui sont révélatrices de leur origine, donc le scolyme d'Espagne, le senson du Cap, le solidage du Canada et le fraisier d'Inde. Donc la plupart de ces espèces ont été introduites pour l'ornement des parcs et jardins et sont à un moment donné échappées de ces jardins pour
devenir spontanée dans la flore régionale. Et cette biodiversité, elle est influencée à différents niveaux selon les groupes taxonomiques que l'on étudie. Par exemple, donc c'est uniquement un exemple d'effet. Pour les plantes, en général, ce qui va avoir un effet important sur la diversité floristique sont des facteurs locaux, comme ici la superficie de la friche. Et pour d'autres groupes, comme les papillons, ce sont surtout des facteurs paysagers qui vont agir sur la diversité observée dans ces friches. Ici, la proportion de bâtis autour de la friche. Et là, en ce moment, on travaille donc sur les friches et les autres espaces plus gérés de l'Eurométropole de Strasbourg, sur la réponse des plantes au niveau fonctionnel, donc leurs caractéristiques morphologiques, comment elles peuvent être affectées par la gestion. Et ce que l'on a pu montrer, c'est que certaines fonctions des plantes sont améliorées dans les friches, donc les espaces pas, voire peu gérés. Et ça a été montré donc notamment sur 2 espèces, le plantain lancéolé, qui par exemple voit l'acquisition des ressources modifiées en fonction de la gestion, avec donc des feuilles qui sont plus épaisses et donc plus résilientes dans les milieux de friche par rapport aux milieux de gazon. Et pour le trèfle des prés, ce qu'on voit, c'est une croissance aussi qui est améliorée, des plantes plus grandes dans les milieux de friche que dans les milieux de... Et si on dézoome un petit peu et qu'on s'intéresse à l'écologie du paysage, donc les travaux menés dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis ont permis de montrer que les friches ont un rôle de perméabilisation de la ville. Dans les premiers travaux, on a pu montrer les conditions d'échange propagules, graines, fruits, plantes entre friches au sein d'un territoire urbain. Les conditions sont notamment la nécessité d'avoir une surface minimale de 2500 m² pour que les friches participent activement à un réseau de friches sur l'ensemble d'un territoire. Et donc, les friches de plus petite taille vont être considérées comme isolées dans la matrice urbaine et donc ne pas participer à ces connectivités territoriales. Puis ensuite, on a travaillé à une modélisation des mouvements des individus. Et pour ça, on a utilisé 2 sources, la cartographie des prairies et friches du Conservatoire botanique du bassin parisien, qui sont ici représentées en noir, et l'indice de végétation issu de la télédétection qui donne, issu du NDVI, qui donne une image de la biomasse végétale au sol. Et notre hypothèse pour modéliser donc les relations entre friches au sein d'un territoire était que plus c'est vert, mieux ça passe. Et on a pu valider ce modèle à partir de données empiriques de terrain. Donc vous voyez, ça donne ce résultat. On voit que pour la Seine-Saint-Denis, on a 4 grands sous-réseaux qui sont séparés par des obstacles. Et en termes d'aménagement pour le département, ça a permis d'une part d'intégrer les friches en tant qu'espace relais dans le schéma régional de cohérence écologique et surtout dans les trames vertes et bleues locales, mais aussi de mettre en évidence des zones qui nécessitent une perméabilisation du milieu urbain pour reconnecter certains sous-réseaux. Alors, je vais passer rapidement sur les usages humains puisque c'est pas mes compétences, mais des observations et rencontres réalisées par des anthropologues sur friches ont permis de montrer des usages variés dans ces espaces, le plus souvent liés à des situations de précarité. Et ces usages ont été organisés de manière décroissante en fonction de leur représentativité dans les friches. Donc, on a pu observer que la plupart des friches sont habitées, donc par des habitations isolées ou des bidonvilles, des activités de ferraillage, de mécanique, de la prostitution sont rencontrées, des graffeurs qui viennent s'entraîner dans ces milieux, de la toxicomanie et beaucoup moins de jardinage ou de restauration.
Et une fois qu'on sort de ces friches, des questionnaires ont été soumis aux riverains donc autour de ces espaces par des étudiants de Paris 8 avec Patricia Pellegrini. Et ce qu'il en ressort, c'est que la perception est assez négative. Ces espaces ne sont rien du tout, des dépotoirs, une poubelle, des terrains vides. Voilà. Et les tendances, elles sont pas très bonnes. Donc, j'ai pas forcément les mêmes résultats que Nicolas et Damien. Moi, je me suis donc appuyée sur les données d'occupation du sol de la catégorie qui se rapproche le plus des friches, c'est-à-dire terrain vacant, et regarder donc l'évolution de la surface occupée par ces terrains vacants au cours du temps. Donc, je me suis arrêtée à 2012. Il faudrait mettre à jour. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, comme ce qui a été dit, vous avez ici les surfaces apparues et disparues à chaque mise à jour du MOS. Et on voit que jusque dans les années 94, les apparitions et disparitions se compensent et on a une surface qui reste assez stable. Mais à partir de 99, on voit que les surfaces disparues ne sont plus compensées par des apparitions de friches, et donc on a vraiment une tendance à la diminution, et qui est donc de moitié pour la métropole du Grand Paris en 30 ans. Et associé à cette disparition, la biodiversité que ces friches abritent diminue aussi. Ici, vous avez représenté donc à nouveau les données du programme de sciences participatives Vigiflore. Et vous voyez que la richesse moyenne a diminué de 18% en à peine 7 ans dans ces espaces. Donc un constat qui est assez alarmant, sachant le rôle important de réservoir que jouent ces friches. Et donc en conclusion, il est important de maintenir ces espaces d'expression libre de la nature au sens large. Et donc moi je vais rebondir sur l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette, qui est donc, qui a été décrit tout à l'heure, fixé par la loi climat et résilience et le plan de biodiversité, et qui considère les friches comme des espaces artificialisés, qu'elles soient bâties ou non bâties. Donc ce qui veut dire que dans le cadre de ce ZAN, construire sur une friche est vertueux et n'implique aucune compensation. Donc la neutralité n'est pas atteinte dans de la zéro artificialisation nette concernant ces espaces, puisque je synthétise un peu ce que j'ai dit auparavant. Les friches ont des rôles établis, des rôles écologiques en tant que réservoir de biodiversité, zone relais dans les connectivités, espace refuge pour des espèces peu adaptées au milieu urbain, sont complémentaires aux autres espaces gérés, permettent à des dynamiques naturelles de se produire. Donc, les plantes peuvent fleurir, fructifier, mourir, nourrir d'autres espèces sur les friches. Ces espaces ont aussi un rôle sociologique de lieu de vie et d'activité humaine. Et bien sûr, elles ont aussi des rôles environnementaux que je n'ai pas décrits, mais qui ont été montrés dans d'autres études en termes de régulation climatique, infiltration de l'eau, etc. Donc, comment réagir face à leur raréfaction et à leur mépris qui vient c'est déjà de leur reconnaître un vrai statut écologique. Et donc, le projet Cassius, je crois que c'était comme ça, je sais plus, est je pense, un bon outil. Et leur reconnaître un statut écologique, ça va permettre justement de ne plus les voir comme des décharges ou des réserves foncières uniquement, mais d'avoir une protection dynamique de ces espaces. On ne peut bien sûr pas les mettre sous cloche, mais tenter d'avoir une réflexion à l'échelle d'un territoire pour protéger un réseau de friches fonctionnelles. Ce qui est important aussi, c'est de faire connaître les friches et leurs occupants. En termes d'indices pour évaluer l'intérêt écologique des friches, il faut savoir donc qu'il y a un groupe d'étudiants du master Plantes, Environnement, Génie écologique de l'Université de Strasbourg qui a travaillé pendant une semaine pour produire un guide
qui donc propose différents indicateurs concernant la surface, l'âge des friches, les habitats présents au sein de ces friches, le paysage autour, etc. Tout un tas d'indices qui permet de prioriser les friches en fonction de leur intérêt écologique et ainsi de proposer, outre des facteurs sociologiques, économiques à intégrer dans la planification, d'inclure aussi des facteurs écologiques pour ces espaces. Autre proposition, remarque plutôt, valoriser une friche ne signifie pas la transformer, la gérer ou la détruire. Les termes renaturer, revégétaliser ou revitaliser s'appliquent très mal sur ces espaces puisqu'il n'y a pas plus vivant et naturel qu'une friche en ville. Donc il est urgent de ne pas intervenir sur la biodiversité des friches pour justement préserver leur singularité écologique. Vous avez vu les photos tout au long de mon diaporama qui montrent quand même qu'il s'agit d'espaces très variés. Et cette variété et cette singularité de chaque espace est liée justement à cette expression libre de la nature et permet de lutter contre l'uniformisation de la nature en cours dans les villes. Donc, j'ai terminé par quelques photos, je ne sais pas où j'en suis de mon temps, pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ces espaces et un petit film réalisé par François Chiron. Du coup, j'arrête le partage, c'est ça pour... Oui, je vais lancer la vidéo. Ok. Merci. Merci Audrey et merci pour ce petit film qui nous permet aussi de montrer du coup que ces friches elles sont occupées, finalement c'est pas un vide, rien. Et je voulais savoir ces vidéos, enfin ces images, tu les as produites dans le cadre des études d'inventaire que tu as réalisées? Ces vidéos, alors je ne sais pas s'il y a eu le temps de voir la première image, elles ont été réalisées par François Chiron, qui suit des friches donc assez âgées au sein de Strasbourg, donc au port autonome de Strasbourg. Et c'est pour l'instant à titre purement naturaliste, mais il y a l'idée donc à partir de l'année prochaine d'avoir un vrai travail sur l'analyse de l'ensemble de l'écosystème des friches, en analysant à la fois toutes les chaînes du réseau trophique. Pour l'instant, on s'est un peu focalisé sur les plantes et on va aller sur le groupe insectes, chauves-souris et autres mammifères. Super Donc, projet. Pardon. Non, c'était juste pour rebondir comme quoi c'était une super idée de projet et d'étude. Concernant ton intervention, je voulais revenir sur ton alerte finale pour être sûr de bien comprendre, surtout sur ton alerte de la valorisation des friches, qui ne signifie pas de les transformer, de les gérer, de les détruire ou de les renaturer, puisque finalement il n'y a pas plus vivant qu'une friche de par les dynamiques qui se sont installées. Mais on est bien d'accord que ça dépend aussi de la typologie de base d'une friche et de son âge. Par exemple, une friche qui serait
assez jeune et qui serait complètement recouverte de bâtis et de sols imperméabilisés, on peut éventuellement envisager de donner un coup de pouce en venant déconstruire ces bâtiments, retirer le bitume et finalement accélérer cette reconquête, cette recolonisation et cette renaturation spontanée. Alors, tout à fait, mais il faut aussi voir que là, toutes ces photos que je vous ai montrées, vous voyez qu'il y a des ambiances très différentes et c'est associé à une diversité végétale très différente. Et donc, dans ces friches qui sont pas mal bâties, on va trouver des espèces assez différentes des friches qui sont sur des sols plus perméables. Donc, également, ces friches bâties peuvent avoir un intérêt. Justement, ça vaudrait le coup d'étudier le côté mammifère, l'intérêt pour les chauves-souris, par exemple. Et même ces espaces-là sont. Et en fait, moi, mon alerte, elle est surtout sur comment on utilise ces friches dans tout un tas de réglementations. Donc, elles sont considérées dans le ZAN comme des espaces artificialisés. Elles vont être utilisées pour la compensation, on va dire qu'on va les revaloriser. Donc, on va tout détruire pour faire, je sais pas, une zone humide, mais alors qu'on part quand même de quelque chose. Et puis, il y a effectivement cette carence en espace vert qu'a évoqué Nicolas. Donc, elles vont aussi jouer un rôle dans la carence en espace vert. Donc, en fait, selon ce dont a besoin le territoire, enfin un territoire, pour justifier certaines constructions, on va pouvoir utiliser la friche dans tout un tas de raisons et qui sont parfois très contrastées. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ce travail, ce dernier travail qu'ont montré Nicolas et ce qu'ont fait les étudiants, donner un statut écologique et vraiment l'évaluer honnêtement et rigoureusement, ça me paraît essentiel. Oui, c'est toute l'importance du diagnostic écologique en fait avant n'importe quel type de projet, c'est de pouvoir savoir finalement l'intérêt écologique d'un site, savoir ce qu'il y a déjà en fait préalablement de base pour surtout pas faire table rase du passé et donc c'est en ça que le travail des étudiants que tu nous as présenté peut permettre d'y répondre, de faire des inventaires écologiques et de les caractériser, ces friches d'un point de vue écologique aussi. Est-ce que ce document il est disponible en ligne? Je pense que ça va en intéresser pas mal. Je peux en tout cas vous le passer. Enfin, je vous l'avais déjà envoyé, mais en tout cas, vous pouvez le diffuser. On pourra le diffuser, Sans on pourra souci. Oui. Super. Et une question qui est un peu en lien, qui nous a été posée, c'est de savoir si il existe actuellement en fait finalement une typologie qui fait consensus actuellement sur les friches et qui permet de les caractériser en fonction de leur morphologie, ce qui permettrait en fait finalement de mieux les définir en fonction de leur degré de naturalité et de préavoir finalement une sorte de score sur l'impact positif qu'elles auraient pour la biodiversité et pour le climat. Alors une typologie, on a essayé de faire ça dans la flore des friches urbaines, c'est-à-dire on décrit les différents milieux et donc la succession de végétation qu'on va trouver dans ces friches. Donc qui sont pas, en fait, cette succession, elle est un peu désordonnée. Ça, c'est une façon de caractériser la végétation. Et après, les autres critères qui vont intervenir et qui sont intégrés dans le guide proposé par les étudiants. Donc, c'est des critères qui se basent sur la littérature scientifique, c'est-à-dire, on sait que l'âge a un rôle essentiel, la surface, bien sûr, et puis le paysage aussi. On l'a vu que pour les plantes, c'est pas forcément essentiel, mais quand on s'intéresse à d'autres groupes, ça le devient. Voilà, mais alors après, une typologie je sais pas, plus globale, qui n'inclut pas que des critères écologiques, j'ai pas ça. Moi non plus, j'ai pas ça, je connais pas actuellement une typologie. Une question très intéressante qui est liée un peu aux dynamiques qu'on peut voir sur les friches, qui est sur est-ce qu'on doit laisser des espaces finalement évoluer librement et se refermer?
Et est-ce qu'on ne risquerait pas d'avoir un impact sur la biodiversité et in fine une biodiversité moins importante en laissant les espaces se refermer? Ah, clairement non, parce que justement, les friches, enfin, ce qu'on voit le plus en milieu urbain, ce sont des milieux pionniers, c'est-à-dire des espaces qui sont juste remis à nu, des terres retournées, et donc tout le monde connaît les coquelicots, les moutardes sauvages, enfin les orties, toutes ces espèces qui sont les premières à s'installer après une perturbation. Euh, donc, par contre, laisser évoluer spontanément un espace, des friches âgées, justement celles qu'étudie François Chiron, il y en a très peu. Donc au contraire, ça manque. Même si la diversité qu'on y trouve, elle est peut-être moindre en richesse d'espèces, par contre en termes de biomasse, donc de rôle sur certaines fonctions environnementales que j'ai évoquées, de réchauffement, enfin de réponse au réchauffement ou de désimperméabilisation des sols, elles vont être très importantes. Et la richesse, elle est moindre, mais c'est vraiment, encore une fois, des espèces différentes. Tous ces gros mammifères que vous avez vus dans les dernières images, elles ne peuvent être présentes que dans ces espaces-là. Donc oui, c'est bien de favoriser les milieux qui se referment, il y en a très peu. Ouais, très peu. Et une autre question qui revient régulièrement sur les friches, j'étais même étonnée de ne pas l'avoir vu plus tôt dans le module des questions et réponses, c'est pour avoir finalement toi ton regard, ton avis sur ces plantes qu'on qualifie d'exotiques envahissantes, que toi tu as appelées voyageuses, de savoir quelle est la politique finalement à adopter, puisqu'on sait que dans ces friches, elles sont présentes. Et que souvent, en fait, on incite plutôt à lutter contre plutôt que de les accepter. C'est quoi, toi, ton point de vue dessus? Je vous ai montré que ces espaces, donc en ville, sont ceux qui abritent la plus grande richesse spécifique par rapport aux autres espaces de nature, et à la fois sont ceux qui abritent le plus fort pourcentage d'espèces exotiques. Ce qui veut dire que ça va ensemble. Enfin, que, en tout cas, ça va pas dans des sens opposés. D'avoir une grande richesse spécifique je veux dire, d'avoir des espèces exotiques dans une friche n'empêche pas d'avoir une grande richesse au global. Donc moi, mon point de vue, c'est considérer les espèces en fonction de leur écologie et non en fonction de leur origine. Et donc s'il y a des problématiques, je sais pas, esthétiques, des problématiques techniques ou autres par rapport à la présence d'une espèce qui peut être trop performante à un endroit donné, ça se fait espèce par espèce, pour regarder le contexte. Mais pour moi, il n'y a pas de problématique liée à ces espèces. Au contraire, en ville, on est en train de vivre un réchauffement climatique, une pollution forte de tous les milieux, un enrichissement des sols important. Donc, si certaines espèces arrivent à se maintenir et à même être performantes dans ces espaces, autant les accompagner et les maintenir. On a tellement modifié les milieux que, de toute façon, pour certaines, c'est normal qu'elles diminuent. Et si d'autres opportunistes arrivent à se maintenir, je pense que c'est un peu vain d'essayer de les éradiquer. Et enfin, une dernière question qui est un peu en lien avec ce que tu viens de nous dire, c'est que souvent ces friches, finalement, elles ont tellement été transformées, remaniées par les activités humaines, et elles sont également souvent polluées. Est-ce que on est obligé d'effectuer des opérations de dépollution sur ces espaces, notamment pour que le vivant reprenne sa place? Et est-ce que c'est pas souvent une excuse finalement qu'on peut utiliser pour rebâtir finalement ces espaces? C'est une bonne question et j'ai pas la réponse. Non, j'ai franchement pas la réponse. On trouve dans les friches, c'est pas mal d'espèces qui sont justement très tolérantes à dans les friches industrielles, dont on sait des pollutions fortes présentes liées aux activités passées. On voit que certaines espèces qui justement sont bien performantes parce que tolèrent ces pollutions, donc vont emmagasiner, stocker dans leurs racines
feuilles, etc., c'est polluant. Donc, en gros, stabiliser la pollution. Mais après, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas travaillé sur des études pour évaluer à quel point la végétation, au bout de combien de temps, va permettre de stabiliser ces pollutions et de limiter le rejet dans les nappes phréatiques. Voilà. Donc, non, ouais, je suis désolée, j'ai pas de réponse à Non, non, ça. non, mais en plus, c'est une question qui était très globale, qui est un peu difficile de répondre de façon générale, puisque ça dépend finalement à la fois de la nature du polluant, de leur quantité, finalement, pour pouvoir y répondre de façon assez claire et univoque. Merci beaucoup, Audrey. Il y a encore quelques petites questions qui restent dans le chat que je t'invite à y répondre. Et il y a eu aussi pas mal de partage d'expériences dans le module QA pour savoir si on avait connaissance. J'ai vu de la ville de Marseille qui semble avoir trouvé une forme de réponse en créant un statut de friche naturelle urbaine. Et on cite également une expérimentation sur les paiements pour services écologiques et de savoir si ça peut s'adapter sur le cas des friches ou pas. Je te laisse peut-être y répondre et jeter un coup d'œil dans le chat. En tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser la place à Anne Vallatou qui va maintenant nous montrer un retour d'expérience assez rare en Île-de-France, finalement d'une préservation d'une friche qui s'était avec le temps transformée en véritable jungle urbaine, qui a été sauvée d'un projet d'aménagement et où l'ouverture au public de cette friche s'est fait notamment en prenant en compte des espèces qui étaient existantes. Je te laisse la parole, Anne, et nous partager ton PowerPoint. Alors, bonjour à tous. J'ai encore le même souci que tout à l'heure avec effectivement l'onglet qui s'affiche. On te laisse quelques minutes pour trouver, mais sinon, sache qu'on peut venir en renfort et partager ta présentation. Oui, je sais. Je ne sais pas si vous pouvez me dire si vous voyez quelque chose ou pas. Alors là, on voit pas ta présentation, mais on voit ta fenêtre Internet, Blue Jeans. Ouais, non, mais alors attendez. Je ne comprends pas, ça a encore disparu. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, j'arrête le partage, je vais recommencer. Oui, vas-y. C'est bon. Alors, attendez. J'en profite pour vous dire que je vais vous mettre dans le chat conversation, des liens vers des travaux qu'Audrey a effectués, notamment la fleur des friches, qui est une superbe guide d'identification floristique si vous décidez finalement d'explorer la richesse de ces terrains vagues. Et je vais vous mettre d'autres ressources. Et je vois que Anne, ça fonctionne. Oui, je te laisse la parole. Oui, merci. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis responsable pédagogique en fait à la direction environnement de la ville d'Épinay-sur-Seine. Et donc, je m'occupe de mettre en place toutes les animations et l'accueil des publics sur ce fameux site, cette réserve écologique. Voilà, donc je suis ce matin avec vous pour vous partager un petit peu notre expérience. Donc, la ville d'Épinay-sur-Seine, pour ceux qui ne la connaissent pas, est située en Seine-Saint-Denis, dans le nord de Paris. Voilà, et on est une ville qui est en bord de Seine, située entre la ville de Saint-Denis et la ville d'Argenteuil, très urbanisée. Voilà, donc on a ouvert une réserve écologique qui est une ancienne réserve foncière qui fait en tout 14 000 m². Donc 1,4 hectare de nature préservée en ville. Je vous ai mis une petite photo aérienne pour vous montrer. On est sur un quartier de la ville d'Épinay qui est moyennement, qui est dense, hein, mais qui est une zone pavillonnaire, il faut quand même le dire. Et on est quand même sur un quartier qui n'avait pas de parc non plus du tout au niveau du quartier. Donc, le projet a été de transformer cette réserve foncière en parc qui accueillerait du public. Et nous sommes sur le territoire de Plaine Commune et donc ça avait été diagnostiqué ce site-là comme étant dans le réseau des trames vertes et bleues. Voilà, donc il y avait tout intérêt à maintenir un espace végétalisé à ce niveau-là.
Au niveau de l'histoire, je vous ai mis donc une petite vue de la parcelle vue de dessus. Vous avez le contour de la parcelle en vert. En fait, c'est toute une série de terrains que la ville a préemptés il y a entre 70 ans et 50 ans. Voilà, d'anciens jardins. Donc, l'avantage qu'on a sur cette friche, c'est que c'est une friche qui est issue vraiment d'anciens jardins. À l'époque, les quartiers de la ville n'étaient pas du tout urbanisés. Il n'y avait que des vergers et des jardins. Et donc, la ville avait préempté plein de petits terrains. Vous les voyez là à l'image. Et on s'est retrouvé avec un ensemble de petits terrains qui font en tout donc 14 000 mètres carrés et avec 4 pavillons qui étaient au bord de rue. Pendant plus de 50 ans, les pavillons avaient été préemptés, eux, en 77, donc ça remonte un petit peu. Et donc, pendant tout ce temps-là, jusqu'en 2000, tous ces petits jardins étaient prêtés aux agents municipaux. Donc, mes anciens collègues de la ville avaient le droit d'avoir un petit jardin ouvrier à peu près de 200 mètres carrés. Donc, ils ont planté. Voilà, on a plein d'arbres sur cette friche qui ont été plantés par nos collègues de la ville et qui, comme ils sont encore là, peuvent nous raconter un petit peu l'histoire et nous dire qu'ils avaient planté cet arbre-là. 30 ans pour certains, 40 ans pour d'autres, etc. Et ce qui s'est passé, c'est quand le maire de la ville, qui est maire actuel, qui est arrivé en 2001, monsieur Hervé Chevreau, on avait un projet de construction sur cette réserve foncière. Avant tout, cette réserve, on l'avait gardée comme réserve foncière et c'était une réserve qui devait y accueillir des bâtiments municipaux. Donc, on devait construire pour le quartier des nouvelles écoles, un centre social et des bâtiments municipaux. Donc, le maire, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé pour son nouveau mandat? Il a demandé aux jardiniers de quitter leur parcelle et du coup, tous les jardiniers sont partis et en fait, on a fermé le site et la ville n'a rien construit. Voilà, il s'est passé plusieurs années, en tout 12 ans, pendant laquelle le site est resté inoccupé, vu qu'au niveau de la ville, en interne, il fallait qu'on se décide de la taille des bâtiments, savoir ce qu'on allait construire exactement, trouver les budgets. Voilà, et le maire est revenu un peu par hasard sur site en 2014 et s'est rendu compte qu'effectivement tout cet espace végétalisé avait explosé. Forcément, la nature avait de quoi reprendre ses droits, donc les cabanes de jardiniers avaient été envahies complètement de nature. Voilà, c'était vraiment devenu, je ne sais pas si c'est le vrai terme d'après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais a priori une friche. Et voilà, complètement abandonnée. Et du coup, le maire s'est retourné vers nous, au service environnement, pour savoir un peu ce qu'on pouvait faire de ce site. Donc, on a appelé Gilles Clément, voilà, que vous devez connaître, qui est venu forcément sur site et nous a dit qu'on avait un endroit de biodiversité préservé en plein cœur de ville, surtout en Seine-Saint-Denis, qui était assez remarquable. On a fait faire un inventaire faune et flore, donc on a trouvé des choses très intéressantes et quelques espèces protégées. Et donc, suite à ça, la municipalité, les élus ont décidé de ne pas construire. Voilà. Donc, on a complètement arrêté le projet de construction et on est parti sur l'idée d'ouvrir plutôt un parc qui accueillerait du public. Et le maire nous a demandé à ce que nous, au service environnement, comme on s'occupait de la sensibilisation des publics, de travailler sur ce parc avec les publics de la ville et d'en faire un outil pédagogique. Voilà. Donc, il y a eu un gros projet de transformation du parc, mais je vais vous expliquer de manière très légère pour pouvoir y accueillir du public. Donc, on a commencé par démolir les maisons qui étaient en bord de rue. Voilà. On avait des objectifs, je vous ai mis un petit peu le calendrier et les objectifs du projet. On avait pour objectif surtout donc de préserver la biodiversité qui était sur place, d'y faire un jardin associatif et écologique et que ça serve donc de lieu de formation pour les adultes et les enfants de la ville. Et du coup, on a fait appel à Coloco. Voilà. Donc, quand je dis on, c'est pas nous, ville, c'est Plaine Commune. Sur le territoire de Plaine Commune, c'est Plaine qui a la gestion des parcs et jardins. Donc, on s'est associé avec eux. Et du coup, on a eu Coloco qui est venu et qui nous a fait un projet d'aménagement de cette réserve à la carte, au centimètre près, et qui a veillé à préserver tout ce qui était sur site. Voilà, c'était hyper important de laisser toute la biodiversité et de ne construire des choses qu'aux endroits où on pouvait construire. Donc, en fait, on n'a rien construit à part des allées. Alors, je vous passe quelques petites photos de ce que c'était pour que vous ayez une idée un petit peu, puisque l'espace de 14 000 m², il est rempli de végétaux. Mais on avait quand même, donc en bord de rue, vous voyez sur le haut, on avait des maisons, et donc un espèce de petit stade qui était inclus là sur la photo à droite en haut, vous voyez c'est un stade
Donc, le maire nous a demandé à ce qu'on maintienne ce city-stade qui est le seul équipement du quartier. Et par contre, on a fait, à la place des maisons au bord de rue, on a fait un parvis. Ça, c'est en bas, c'est l'entrée de la réserve. Et on a refait à neuf le city-stade. On a de l'autre côté où il y avait aussi 2 autres maisons, on a enlevé les maisons et on a, à la place du parking que vous voyez, on a créé une zone humide. Je vais vous expliquer un petit peu plus après. Et à l'intérieur de la réserve, là, vous voyez un ancien cabanon de jardinier. Et du coup, à cet endroit-là, on y a créé des jardins familiaux. Voilà, je vous montre le plan d'aménagement de Coloco vu de dessus. Donc, pour vous expliquer un petit peu, on est parti du principe que le cœur de la réserve, ce qui est marqué au centre, c'est vraiment le poumon de la réserve. Donc, sur ce cœur de réserve, là, on n'a touché à rien. On a interdit l'accès aux habitants. C'est en train de se transformer en bois. Voilà, donc une grosse richesse. Et dedans sont inclus toutes les anciennes cabanes de jardiniers qui étaient sur site, même les murs qui séparaient les parcelles avant. Ils avaient été diagnostiqués comme étant déjà des abris à biodiversité. À l'entrée de la réserve, quand on commence, il y a marqué le bassin. En fait, on a fait une zone humide. Donc, à la place du parking que je vous ai montré, on a séparé. La rue a été refaite au même moment que les travaux. Donc, en fait, les eaux de pluie ont été déconnectées et sont versées dans ce bassin. Mais on n'a pas fait une mare, puisqu'on ne voulait pas imperméabiliser. Donc, nous, on laisse rentrer l'eau dans la terre au fur et à mesure et ça nourrit comme ça le sol de la réserve. Mais mine de rien, quand il pleut, on a quand même de l'eau dans cette petite zone et ça nous permet d'y accueillir de la biodiversité qui est sur une trame bleue entre le lac d'Anguin et les berges de Sel. Voilà. On a ensuite une petite zone de phytostabilisation. On avait trouvé des traces de pollution un petit peu plus prononcées de plomb et de mercure. Donc, du coup, on a choisi la méthode de phytostabilisation, donc de dépollution par les racines. Ça fait partie des zones où il faudrait qu'on ait des étudiants-chercheurs qui viennent travailler pour savoir où ça en est maintenant. Les travaux ont eu fin en 2020, donc voilà, ça fait quelques années que ça phytostabilise. Donc voilà, il faudrait qu'on sache un peu où on en est. On a fait des sites de jardins familiaux, donc des parcelles qu'on donne aux familles. Nous, la ville prête ces parcelles. Voilà, c'est gratuit pour les habitants. Et on a fait de l'autre côté, là où il y a marqué le jardin partagé, un jardin qui est prêté à une association qui potage ensemble. Voilà, ils sont une quinzaine dans l'association, ce sont tous des habitants de la ville. Ils ont un projet de jardin partagé. On a ensuite une petite zone. Alors, on a gardé une ruche sur la réserve. Avant, sur la réserve, on y avait mis toutes les ruches de la ville quand l'espace n'était pas habité là et c'était pas un parc. Donc là, on y a gardé une ruche. Bon, on nous avait dit que c'était pas très bien d'avoir des abeilles domestiques, mais du coup, c'est pour nous un outil pédagogique assez important. Ça permet de montrer au moins comment est la maison des abeilles. Et on a gardé à l'entrée de la réserve, vous voyez de l'autre côté, il y a un roncier. On l'a gardé sur place il fait plusieurs mètres de long, il fait plus de 50 mètres de long. Et du coup, c'était une vraie base de préservation de la biodiversité. Et à la place des 2 maisons qui étaient de l'autre côté, on a abattu les pavillons et on a créé un verger à la place. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Ça, voilà, ça vous montre une photo de ce qu'on voit quand on est sur le bord du bois. Donc, on a les jardiniers avec qui on travaille qui commencent à nous fabriquer des sèches. Mais l'idée, c'était de vous montrer qu'on avait des endroits comme ça complètement impénétrables. Et de l'autre côté, on a ces passerelles qui permettent aux habitants de marcher et de traverser le parc. Et du coup, ça nous permet quand même d'accueillir du public. Voilà. Alors là, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on en fait aujourd'hui de cette réserve. Donc, c'est pour nous donc un lieu d'apprentissage et de découverte de la biodiversité. On reçoit un peu plus de 5000 personnes par an sur des animations dédiées à la biodiversité. Donc, je travaille avec quelques prestataires qu'on missionne pour m'aider à mettre tout en place. Mais l'idée, c'est d'accueillir les différents publics et de leur expliquer l'importance de la biodiversité en ville et surtout ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, pour aider la biodiversité. Voilà. La plupart de nos animations, elles sont faites de manière scientifique. On accueille des personnes qui apprennent des choses aux habitants et on construit des choses pour nous aider à préserver la biodiversité. Voilà, c'est aussi un lieu qui sert de formation. On a travaillé plusieurs fois avec différents organismes pour faire des formations sur site et ça va continuer avec nos futurs projets. Je vous expliquerai un petit peu après. Voilà, quelques petites photos de comment ça se passe exactement quand on est sur la réserve.
Donc, on a une petite cabane qui a été faite à un endroit où on pouvait couler une dalle béton, où il n'y avait rien sur le sol, mais sinon, voilà, pour l'instant, on n'a rien. D'autres pour accueillir les publics. Et on a différents publics qui sont sur la réserve là et qui s'occupent bien. Et voilà. Et donc, je voulais vous parler de ce qu'on allait faire par la suite. Alors, pour nous, le plus important maintenant, une fois enfin, ça fait 3 ans qu'on est sur site et qu'on accueille du public. Donc, pour nous, le plus important, c'est de voir comment on peut préserver ce site en tant que friche avec toute cette zone où on préserve la biodiversité, mais où quand même on accueille du public. Et comme c'est un parc qui est ouvert, les gens viennent s'y promener. Donc, l'idée, c'est de savoir comment on fait pour continuer à faire évoluer ce site de la bonne manière. Donc, on est un peu dépourvu par rapport à ça. On a commencé à mettre en place un partenariat avec AgroParisTech. Donc, on a postulé pour l'année prochaine pour avoir une formation d'ingénierie qui serait justement avec des étudiants qui viendraient nous aider pour écrire un cahier de gestion de ce site. L'important pour nous, c'est de travailler en collaboration avec les jardiniers de notre PT Pleine Commune qui ne sont pas formés à travailler sur ce genre d'endroit. C'est quand même un espace qui accueille du public, donc on a des zones où on doit un petit peu faire le passage des allées, par exemple, créer des petits chemins de chèvres dans notre grande zone de prairies fleuries pour que les gens puissent aller accéder, par exemple, à un transat. Mais voilà, c'est essayer de voir comment on peut faire pour préserver ces plantes. Vous étiez en train de parler juste avant des plantes voyageuses. Là, on a effectivement de temps en temps des plantes qui viennent sur site. On ne sait pas trop quoi en faire. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit aidé par rapport à ça, puisque c'est pas si facile que ça de préserver de la biodiversité en accueillant du public, même si c'est la volonté vraiment de la ville. Et on est sur pareil, la création d'un sentier pédagogique. Donc, l'idée, c'est d'accueillir des publics, d'avoir un sentier pédagogique qui explique au fur et à mesure qu'on tourne dans la réserve tout ce qu'on a créé comme chose. Il y a une maison à hérissons, par exemple, il y a plein de petits endroits à montrer. Et il faudrait qu'on arrive à créer un sentier pédagogique au sein de notre ville. Ça, c'est vraiment la volonté du service environnement. En tout, sur la ville, on a 3 sites avec de la biodiversité préservée et importante à montrer aux habitants. On a la réserve, on a les berges de Seine et on a un nouveau site que la ville vient d'acquérir qui est le site des labos Éclair. C'est l'ancien labo qui permettait de développer les pellicules de cinéma. C'est un site qui fait 4 hectares et dans ce site, on y a trouvé un bois qui fait 12 000 mètres carrés qui est un bois impénétré depuis plus de 100 ans. Et donc, on aimerait pouvoir amener les gens d'Épinay et les gens du coin à se balader dans la ville, suivre un sentier qui nous amènerait sur ces 3 sites. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre travail des futures années. Et la petite cerise sur le gâteau pour nous, accueil du public, c'est qu'à l'entrée de cette réserve, à l'endroit où vous avez vu qu'il y avait des bâtiments, on a un site qui était, comme on a démoli le bâtiment, on avait un sol qui était pas en très bon état. À cet endroit-là, on construit une nouvelle maison d'environnement. Donc, on a commencé les travaux, c'est censé ouvrir normalement à l'été 2024. Et on fait un bâtiment complètement éco-construit sans béton. Voilà, on fait ça sur des pieux vissés pour qu'ils soient en hauteur et qu'ils laissent vivre le sol en dessous. Donc, on a un bâtiment qui servira et à abriter la biodiversité, puisqu'on va y installer des nichoirs, et en plus qui nous permettra d'accueillir du public et faire nos animations voilà, de manière positive, avec un lieu où on peut s'abriter, un lieu où on peut aller se réchauffer quand il fait froid l'hiver. Et on aura une grande salle d'exposition où on pourra accueillir le public pour faire des animations sur l'environnement en général. Voilà, donc j'en ai terminé avec mon petit vidéo, donc j'arrête mon partage. Merci beaucoup, Anne, pour Voilà, ta présentation. trop rapide. Tu as été parfaite. Tu as tenu dans les temps. C'est Merci. génial et ça nous laisse pas mal de temps aussi pour les questions. Alors moi j'avais des questions. C'était sur finalement ce choix d'avoir gardé des zones sans gestion pour conserver cet aspect friche. Quel a été l'accueil auprès des participants? Est-ce que ça a été bien accepté? On sait que souvent des espaces qui sont plus sauvages comme ça le sont des fois
pas très bien. Est-ce que là, il y a eu aucun problème? Est-ce que vous avez dû faire de la communication, de la sensibilisation de ce Ah oui, choix? non, on continue à communiquer, hein. Ça fait 3 ans que la réserve est ouverte et ça fait 3 ans que les habitants qui passent nous disent, ouh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, le roncier surtout qui donne sur le trottoir, ils ne comprennent pas comment on a pu laisser une chose pareille. Et donc, non, voilà, souvent ils nous disent, mais on aime bien les parcs quand l'herbe est bien tondue et que voilà. Donc, on est là pour leur expliquer que c'est pas le cas, que l'idée c'est de faire vivre la biodiversité, de laisser les prairies monter et de pas, voilà, de pas tondre, de pas couper. Il y a d'autres parcs de la ville qui sont faits comme ça et voilà. C'est pas la même biodiversité qui est niche. Et non, non, on a dû vraiment, au moment où on a fait les travaux, on a dû faire des ouvertures de et voilà, c'est du travail de tous les jours. Et en lien justement, tu parles par rapport aux autres parcs de la ville. Je sais que vous avez d'autres projets, notamment qui sont un peu en lien avec les friches, notamment la friche des laboratoires Oui, éclairs, si oui, je ne me oui. trompe pas. Quel est le lien que vous faites par rapport à cette réserve et cette autre friche? Est-ce que vous allez essayer de les connecter entre elles? Oui, oui, on va essayer de les connecter via le petit chemin de la biodiversité qu'on aimerait bien construire. On a un peu de mal à le faire parce que la plupart des subventions qui sont données, c'est des subventions qui sont données pour des chemins de découverte de biodiversité, mais souvent dans les milieux ruraux. Donc, on essaye de trouver des financements pour nous aider à monter ça, mais on aimerait bien un petit chemin qui partirait dans la ville et qui nous permettrait d'aller jusqu'au bois, en sachant que ce bois, on veut être amené à le voir, mais de côté, parce que de toute façon, il n'a pas été pénétré depuis 100 ans, donc il ne faut pas qu'on le pénètre à nouveau. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut monter des passerelles pour observer la biodiversité du bois sans rentrer dans le bois. Donc, voilà, c'est à venir. Et il y avait une question dans le question et réponse, c'est sur l'aménagement de la réserve écologique. Est-ce que vous avez prévu des zones d'observation, par exemple avec des bancs, des cages, des jumelles, pour pouvoir observer finalement les différentes espèces un peu cachées et en silence? Non, non, en fait, quand l'espèce de bois qui est au milieu, il est visible un peu partout. Donc, en se mettant un petit peu éloigné, on voit des choses là-bas. Par contre, au départ, on avait prévu une passerelle qui passait à côté de ce bois-là pour justement observer, une passerelle d'observation. Et ça a été retiré au moment où on a fait l'aménagement, puisqu'on s'est rendu compte que ça impactait trop la biodiversité. Mais c'est vrai que dans le projet initial de Coloco, il y avait cette passerelle qui traversait justement cet endroit-là pour qu'on puisse voir de dessus la biodiversité. Et en fait, le fait de mettre une passerelle, ça impactait quand même. Donc, du coup, on a arrêté ça. Donc, non, non, on est plutôt sur un mode où on regarde de loin. Si on voit passer des oiseaux, tant mieux. Mais par contre, on ne s'approche pas et on laisse les bêtes vivre dans cette espèce de bois. Il faudrait qu'on fasse un diagnostic de ce qu'il y a exactement, puisque personne n'y pénètre, en fait. C'est pratiquement impénétrable. Donc, je pense que c'est mieux, moi. Mais après, voilà, à voir. Il faudra qu'on voit avec AgroParisTech, justement, quand ils vont venir diagnostiquer un petit peu. En tout cas, c'est une très belle démarche qui est rare, notamment en milieu urbain assez dense. Ça a été salué notamment plusieurs fois dans le chat. Je sais pas si tu as pu voir Non, où j'ai pas regardé encore. les Oui. participants trouvent le projet extrêmement chouette et ont hâte de le découvrir, notamment le 10 juin. Très bien. Le 10 juin. Et tu parlais de ces inventaires. Alors, je sais que vous en avez fait au début. Est-ce que Oui. vous continuez à réaliser des Alors, inventaires sur on continue à faire des inventaires participatifs avec tous les publics qu'on accueille, hein, puisqu'on fait tous les dispositifs Vigipol. Donc, on a des données un petit peu plus importantes qu'au départ. Mais pour faire un vrai inventaire que nous, on va payer ville et qui nous coûtera un peu plus cher, on attend un peu d'avoir terminé les travaux. Que même si on fait des travaux pas trop impactants, on sait très bien que finalement, depuis qu'il y a eu les travaux d'aménagement du parc et les travaux là sur le bâtiment, ça doit impacter un petit peu. Donc, on voulait attendre d'avoir passé cette phase-là pour refaire un inventaire faune et flore de ce qu'il y a maintenant sur la réserve. D'accord. J'imagine que ce sera ce sera partagé, pardon, avec les habitants, les Oui, résultats de ces inventaires, bien sûr. comme on le fait toujours. Eh ben, écoute, Anne, merci beaucoup pour cette présentation et la présentation de ce beau projet. Alice Rouffy recommande à tout le monde d'aller visiter la réserve. Je te remercie. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'on aura pu vos questions. Bien sûr, le webinaire sera disponible en replay sur le site de l'Institut Paris Région et de l'ARB. On mettra vos présentations. On essayera de partager tous les liens et les ressources qu'on a envoyés sur le chat.
Et avant de se quitter, je voulais vous annoncer que les inscriptions au prochain webinaire de ce cycle sur la renaturation sont ouvertes. J'ai noté la date, il faut que je la retrouve. C'est le mardi 20 juin que se déroulera le 5e webinaire, donc toujours les mêmes horaires, 10h30 midi. Et le thème, ce sera le projet pilote pour une métropole nature qui est en partie porté par l'Institut Paris Région et dont le but est de proposer aux acteurs franciliens des projets de trame verte et bleue sur le territoire. Eh bien, je vous remercie à tous et à toutes pour votre écoute. Merci beaucoup à nos intervenants d'avoir été avec nous ce matin pour partager leurs expériences, leurs connaissances et leurs beaux projets. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.